Bonjour, dans ce nouvel épisode, je vous propose de découvrir comment la masse d'informations influence notre mémoire. Car cela ne vous a pas échappé, nous sommes face à une masse d'informations toujours de plus en plus conséquente et notre mémoire a souvent du mal à faire le tri. Comment est-ce que cette masse d'informations nous manipule? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Vincent Delormel, je suis un mnémoniste et sur ce podcast, je partage avec vous tous mes trucs, mes secrets, mes astuces pour optimiser votre mémoire, votre attention et votre concentration. Et si vous vous posez la question de savoir comment les intelligences artificielles vont impacter la masse d'informations, partez du principe que si vous avez le sentiment d'être déjà noyé sous cette masse d'informations, ça n'est rien par rapport à ce qui nous attend, mais on aura l'occasion de le découvrir dans un prochain épisode. Déjà, on va s'intéresser à comment notre mémoire est impliquée dans notre développement personnel. Donc évidemment, le développement personnel, c'est un courant aujourd'hui qui est largement relayé par toutes les mouvances liées à la psychologie, ce genre de choses. Mais fondamentalement, se développer personnellement, c'est tout simplement nourrir sa mémoire d'expériences en tout genre, mais aussi de connaissances. Et ça va donc impliquer une forme de mémoire qu'on appelle la mémoire autobiographique. Votre mémoire autobiographique, c'est celle qui stocke en fait vos expériences de vie, vos valeurs, vos croyances. Et tout au long de votre vie, vous allez rencontrer des gens, des situations. Et vous allez donc apprendre, et avec ces apprentissages, vous allez donc changer. Donc au départ, vous avez une mémoire qui va stocker des notions, des informations, des expériences de vie, et qui va donc complètement conditionner votre comportement au fur et à mesure. Cette mémoire, elle est donc liée évidemment à votre cerveau, c'est donc une faculté du cerveau. Le cerveau composé de 86 milliards de neurones, et il se trouve que ce cerveau, il adore l'information. Donc nous avons d'un côté un organe, le cerveau, qui adore l'information, c'est sa nourriture, il consomme quotidiennement de l'information. C'est un organe qui est vraiment attiré, à tel point qu'on peut être complètement addict à l'information. Vous l'avez forcément déjà vécu. Vous avez votre smartphone dans votre main et puis voilà, il y a une notification et c'est plus fort que vous. Vous allez la consulter ou alors vous êtes en train de travailler et puis au bout d'un moment, il y a ce manque. Et ce manque fait que vous allez consulter vos messages ou consulter l'information en continu pour savoir ce qui se passe dans le monde ou encore vos réseaux sociaux préférés. Et donc c'est vraiment cette forme donc d'addiction. Donc ce cerveau, il aime ça, il aime beaucoup l'information. Et votre mémoire, eh bien, tout simplement, elle va capter des notions, des expériences de vie et donc comme ça vous permettre de vous développer personnellement. Le truc, c'est que votre cerveau, au départ, il va surtout traiter l'information de façon complètement subjective. Donc toutes les informations que vous allez consulter, elles sont d'abord permises par vos valeurs et par vos croyances. C'est d'abord vers ça que vous allez aller. Et ça va donc déjà commencer par provoquer une forme de biais. Et donc vous allez naturellement donc nourrir votre mémoire autobiographique, mais aussi toutes les autres formes de mémoire, d'informations qui sont déjà, on va dire, conditionnées par vos valeurs et par vos croyances. Et c'est là qu'intervient donc justement le problème de la masse d'informations. Je vais vous raconter mon activité d'illusionniste et de magicien. Un magicien, c'est quelqu'un qui va donc jouer à créer des illusions, forcément. Et pour y parvenir, il va le jouer avec votre attention, mais pas seulement. Il va jouer également avec votre incapacité à traiter efficacement l'information. Donc pour ça, on va jouer et manipuler une forme de mémoire, donc la mémoire de travail. Votre mémoire de travail, elle est limitée par une valeur qu'on appelle l'empamnésique, c'est-à-dire qu'au bout de 3, 4, 5 informations, elle commence déjà à saturer. C'est-à-dire que si moi, en tant que magicien, si je m'amuse à saturer cette mémoire de travail, eh bien je vais vous empêcher donc de réfléchir. Donc les magiciens, ce sont des gens qui vont noyer le poisson, en gros le truc, sous une masse d'informations. Donc c'est permis par la mise en scène, c'est permis par le discours, c'est permis par l'interactivité, par les rires,
etc., etc. Et donc c'est ce que va faire le magicien. Il va donc vous empêcher de récupérer efficacement le truc pour vous laisser par contre un souvenir fort, c'est l'illusion provoquée. Donc on joue aussi sur les émotions, on joue sur les temps faibles, les temps forts, et à la fin, comme vous êtes surpris, eh bien ça va marquer votre mémoire, vous avez vécu une expérience qui est forte, il y a donc une émotion qui est traduite à ce moment-là, et c'est ça que vous allez donc retenir, et c'est ça que vous allez partager, et en le partageant, eh bien, vous allez renforcer l'illusion, ou en tout cas donc l'événement que vous avez vécu. Face à cette masse d'informations qui vous est proposée au quotidien, donc on l'a vu avec les illusionnistes, mais aussi donc la masse d'informations que vous côtoyez, que vous rencontrez tous les jours, votre cerveau, il va avoir un réflexe. C'est le réflexe de créer des raccourcis. Des raccourcis et même donc des approximations. C'est-à-dire que si demain on demande à quelqu'un d'expliquer ou de raconter un événement de la veille, quel qu'il soit, eh bien la personne évidemment aura tendance à la raconter avec ses filtres. Et on peut prendre deux témoignages différents, deux personnes qui témoignent d'un même événement, eh bien on aura sans doute deux témoignages qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Parce que votre cerveau, votre mémoire, dans un premier temps, va forcément interpréter l'information. Ce n'est pas donc un appareil photo, ce n'est pas une caméra, c'est donc tout un processus qui fait que vous allez créer des raccourcis, des approximations et même du remplissage. Parce que c'est très difficile, si vous voulez, donc de retrouver exactement l'information point par point. Votre cerveau, il n'est pas conçu pour ça. Votre cerveau, il est fait pour apprendre. Et donc, pour apprendre, il doit donc au départ aller chercher des généralités pour ensuite donc progresser. Et votre mémoire, votre cerveau aura aussi une tendance, c'est une tendance à vous raconter des histoires qui iront toujours à votre avantage, qui iront dans votre sens. Et ce sont des histoires que vous allez naturellement mémoriser et intégrer dans votre mémoire autobiographique. Alors pourquoi est-ce que le cerveau se comporte comme ça ? C'est parce que tout simplement, donc, il n'a pas évolué aussi vite que la masse d'informations pour commencer. Et ensuite, pour pouvoir analyser efficacement une information, eh bien, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie. Et au départ, votre cerveau, il est naturellement économe. Il va donc privilégier d'abord les informations qui vous permettent donc de vivre au quotidien, donc qui sont utiles. Il va également privilégier les automatismes, les procédures, donc être capable de se repérer dans l'espace, de marcher, de parler, de dire bonjour, enfin ce genre de choses. Et pour engager des processus cognitifs supérieurs que sont l'attention, le raisonnement, la mémoire, etc., eh bien ça va demander plus d'énergie. Et plus vous irez dans l'analyse, plus vous irez dans la complexité donc des facultés cognitives, et plus ça demandera donc de l'effort, du temps et donc de l'énergie. Et ça, au départ, le cerveau, il aura tendance à refuser. Et pour pouvoir dépasser ce refus, vous devrez impliquer de l'énergie, vous devrez donc vous faire violence, faire de l'effort. Et ça, en général, eh bien, c'est quelque chose qu'on essaye donc de fuir. Ce qui fait que vous allez plutôt mémoriser des raccourcis, des approximations, tout ce qui peut correspondre à vos croyances et vos valeurs. Et ensuite, donc aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la masse d'informations, elle est omniprésente, elle est partout. On a tous connu, si vous voulez, tous, peut-être pas vous, en tout cas moi, moi en tout cas j'ai connu l'époque où pour pouvoir consulter des informations, on n'avait pas non plus 10 000 sources. Quand on avait par exemple un exposé à faire, qu'est-ce qu'on faisait ? On allait consulter une encyclopédie qu'on avait à la maison par exemple, ou à la bibliothèque, des encyclopédies qui étaient connues sous des noms comme Larousse ou Gallimard ou je ne sais quoi. Et on avait forcément confiance dans ces encyclopédies. On allait aussi consulter, pourquoi pas la presse quotidienne, la presse régionale. On avait aussi confiance dans ces médias. On pouvait parfois regarder le journal de 20h par exemple. Et on était face à une information qui était relativement gérable. Remarquez aussi que les informations souvent mettaient du temps à nous arriver. Pour prendre connaissance d'un fait divers, il fallait en moyenne 24 heures. C'était le temps nécessaire pour recevoir l'information sur notre journal. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide. C'est tellement rapide qu'à l'instant T, vous pouvez avoir accès à n'importe quelle information. Avec une problématique, c'est l'illusion du choix. Qu'est-ce que l'illusion du choix ? C'est l'impression que l'information que vous avez trouvée, elle est totalement libre
et que vous l'avez littéralement choisie et qu'elle est complètement neutre, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il faut bien comprendre, pour commencer, comment fonctionne par exemple un moteur de recherche. Si vous prenez donc un moteur comme Google, son algorithme, son enjeu, lui, c'est de faire en sorte de vous proposer les meilleures informations à l'instant T. Quand vous tapez un mot-clé, quand vous faites une requête, forcément, ce que veut Google, c'est que vous soyez convaincu et content de la requête et de la recherche qu'il vous propose. Parce que vous avez une demande et vous cherchez une information rapide. Et ce qu'il veut, c'est que ça vous plaise. Parce que si ça vous plaît, il sait que vous allez revenir. Et si vous revenez, eh bien, il va pouvoir comme ça vous proposer des publicités et des contenus donc adaptés ou des contenus complémentaires que vous pourrez donc payer. On appelle donc cette stratégie une bulle de filtre. On est tous aujourd'hui victimes de la bulle de filtre. C'est-à-dire que quand vous faites une requête sur Internet, eh bien, votre recherche ne donnera pas forcément la même réponse que votre voisin qui, lui, aura peut-être d'autres suggestions. Pourquoi ? Parce que ces outils-là donc, ont des algorithmes qui enregistrent effectivement tout votre passé, enfin, tout ce que vous avez fait depuis le début. Alors, c'est pas toujours vrai ce que je vous dis là, mais la plupart du temps, en tout cas, de façon massive, les moteurs de recherche enregistrent votre parcours et donc va commencer à mieux vous comprendre et à pouvoir vous proposer donc des contenus adaptés. Alors, on peut imaginer qu'au départ, ça part d'un bon sentiment. Le problème, c'est qu'effectivement, ça va tout simplement conforter vos valeurs et vos croyances et peut-être donc vous enfermer dans cette fameuse bulle de filtre qui vous empêcherait d'analyser la situation de façon complètement neutre. Et si vous pensez vous en sortir avec les réseaux sociaux, eh bien non, c'est exactement la même chose. Sur les réseaux sociaux, évidemment, ce qu'on va faire, ce que vont faire les propriétaires de ces plateformes, c'est de vous proposer du contenu également qui correspond à vos valeurs et vos croyances, mais aussi des contacts. C'est-à-dire que les suggestions de contacts qu'on vous propose sont en lien avec ce que vous avez pu lire, avec la façon dont vous commentez, avec les autres amis que vous avez. Donc là également, vous êtes victime de cette fameuse bulle de filtre. Et le problème avec tout ça, c'est que vous avez l'illusion du choix et vous allez retenir l'idée que tout simplement ce qu'on vous donne comme information est vrai. Et vous allez faire confiance à des médias qui peuvent au bout d'un moment donc apparaître régulièrement et qui vont complètement orienter vos choix et votre mode de pensée. On parle à ce moment-là effectivement de médias d'opinion. Aujourd'hui, nous sommes dans une société de médias d'opinion et j'aimerais vous raconter une anecdote. Il y a donc de ça de nombreuses années, j'ai été moi-même journaliste. Et en tant que journaliste, donc, je travaillais pour une presse locale qui s'appelait Rennes Hebdo, qui voulait concurrencer un autre journal local qui est donc Ouest France. Et à ce moment-là, donc, notre rédacteur en chef nous demandait de trouver des articles qui donnaient la parole aux gens, et si possible avec des informations croustillantes. Par exemple, une fois, on m'a demandé d'aller faire un micro-trottoir au cours d'une exposition, d'une sculpture, en fait, un événement dans un parc. Et l'enjeu était donc d'avoir ces fameuses informations croustillantes. Alors, on pourrait penser que ça n'a pas tellement d'importance, tout ça. Mais quelque part, quand on cherche des informations croustillantes, on cherche peut-être à s'opposer ou à montrer donc peut-être les failles d'un système ou les failles d'un événement en l'occurrence. Et effectivement, donc, j'ai trouvé des gens, des enfants, des adultes qui ont pu s'exprimer sur cet événement. Et c'est vrai que la plupart avaient tendance à critiquer l'événement. Soit parce que c'est trop cher, soit parce que effectivement ça ressemblait pas à grand chose, soit parce que c'était abstrait. Et donc ça a été publié en l'état. Et de cette publication, évidemment, il y a pu y avoir des contradictions avec le pouvoir qui était en place dans cette petite commune, qui n'a donc pas beaucoup apprécié l'article que j'avais donc pu publier. On appelle à ce moment-là, si vous voulez, l'effet tunnel. L'effet tunnel, c'est lorsque, avec ces bulles de filtre, vous êtes orienté vers un média qui revient régulièrement, soit parce qu'il vous a été proposé par les bulles de filtre, soit parce qu'au bout d'un moment, vous avez remarqué qu'il correspondait à vos valeurs et vos croyances, et vous allez retenir massivement donc les informations par un phénomène de renforcement.
Donc vous êtes sur un média quelconque, admettons une chaîne de télévision X ou Y, et vous remarquerez que cette chaîne de télévision aura tendance à publier sur son site les informations, mais aussi donc à la télévision sur son canal, mais également sur des plateformes comme YouTube ou encore sur des réseaux sociaux. Et vous êtes régulièrement amené à consulter ces informations sur ces différents canaux. Et donc cet effet tunnel va provoquer un effet de renforcement. Il y a donc de la répétition, et cette répétition va complètement ancrer dans votre mémoire ces sources d'informations. Et pour le coup, là on peut parler de manipulation parce que vous n'avez pas accès à d'autres informations qui seraient peut-être contradictoires et qui vous permettraient d'avoir un avis peut-être plus éclairé et plus tranché. C'est un peu comme si on vous emmenait en vous prenant par la main dans une librairie qui traiterait du même sujet de la même façon. Aujourd'hui, évidemment, quand vous allez dans une librairie, vous avez accès à plein de livres différents. Vous pouvez donc comparer, vous pouvez donc lire les résumés et faire votre choix. Donc en conclusion, ce qu'il faut apprendre à faire pour éviter de se faire manipuler ou d'empêcher votre mémoire d'être manipulée par la masse d'informations, c'est déjà de commencer par réfléchir à une forme de diète. Rappelez-vous qu'autrefois, on prenait du temps pour consulter l'information. Elle n'arrivait pas comme ça massivement et on avait une forme de délai. Ce qui veut dire que les articles qui nous étaient proposés étaient peut-être un peu plus fouillés, étaient un peu moins spontanés. Ce qui veut dire que notre information était peut-être un peu plus neutre. Donc aujourd'hui, faire preuve de diète, ça pourrait se traduire par de consulter les médias que le matin, une fois par jour par exemple. Vous devriez aussi avoir le réflexe de comparer les informations entre elles, donc de vous informer vraiment à fond. Lorsque vous êtes face à une information, vous pouvez peut-être la traiter avec un autre média pour voir un peu si le prisme est différent ou pas. Et puis, encore une fois, donc de prendre du temps. Donc de laisser le temps avant de consulter systématiquement des informations qui vous arrivent, d'avoir une démarche, de laisser peut-être le temps faire son œuvre, parce que souvent une information qui vous est proposée spontanément, elle peut au bout d'un moment être démentie ou relativisée ou revue pour être plus juste que ce qu'elle était auparavant. Ce podcast est maintenant terminé. Merci à vous pour votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur mon site https://les-secrets.com ainsi que l'accès au MémoCamp pour optimiser votre mémoire toute votre vie. Merci et à bientôt.